Bonjour, je suis le chef Anto et je vais être cuisinée par la calebasse d'Eugénie Dieki, Écho de Paris, Vox Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Écho de Paris, c'est bien entendu sur Vox Africa. On est ensemble pendant pratiquement 1 heure. Elle s'est présentée, c'est le chef Anto. Elle vient nous parler de son actualité et la question que je me pose est celle-ci. Qui d'elle ou de moi va être cuisinée? Bonjour Anto. Bonjour. C'est comme ça qu'on t'appelle ou il faut que je t'appelle le chef Anto? Non, on peut m'appeler Anto. Anto. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, mon prénom entier, Oui. c'est Anton Pindi. Anton Pindi. Exactement. Donc, j'ai coupé Anto parce que tout le monde Ouais. n'arrivait pas à le prononcer comme il faut. Anton Pindi veut dire femme des champs en langue omienné du Gabon. Du Gabon. Donc, Anton Pindi Kokagne, je suis originaire du Gabon, 100%. Oui. J'ai grandi au Gabon avec mes parents, originaires du Moyen-Ogooué. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas et aujourd'hui, je travaille en France depuis quelques années comme chef à domicile, traiteur et consultant culinaire, spécialisé dans tout ce qui est cuisine d'Afrique. Oui. Alors, justement, c'est un vrai parcours, le parcours d'une battante, hein, d'une jeune fille qui rêvait de faire de la cuisine et qui a dit « je ferai de la cuisine, je serai chef et vous allez voir ce que vous allez voir n'est-ce pas? Exactement. Alors, tu nous disais à l'occasion d'un rendez-vous auquel nous a convié son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon en France, tu racontais un peu ton parcours et tu disais que quand tu allais aux bourses et stages pour dire que tu voulais une bourse pour faire la cuisine. Exactement, pour intégrer une école de cuisine. Qu'est-ce que ce monsieur t'a répondu? Il m'a dit, ma fille, sois ambitieuse. La cuisine, ce n'est pas un métier. Toutes les femmes africaines savent cuisiner. Faire cuisiner. Oui. Il m'a dit, on ne va pas payer des études pour faire la cuisine alors que tu sais faire ça. Le Gabon a besoin d'instituteurs, d'enseignants, de docteurs, d'avocats. Pourquoi tu ne veux pas aller travailler dans ces domaines-là? Et moi, je disais, mais moi, c'est la cuisine qui me passionne. Il me disait, mais il faut être ambitieuse, il faut voir plus loin et tout ça. Et du coup, je n'ai pas eu la bourse pour faire des études de cuisine. Oui. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Alors, d'où vient cet intérêt, cette passion pour la cuisine? Alors, cette passion, au début, je ne savais pas que c'était une passion. Parce que quand une fille est élevée dans les traditions, en tout cas dans la culture africaine, dès son plus jeune âge, on lui apprend, tu dois savoir préparer. Tu dois savoir préparer parce qu'on te prépare aussi à être une femme au foyer et donc à tenir une maison. Donc, dès l'âge de 9 ans, ma mère m'avait déjà dit, quand je ne suis pas là, c'est toi qui dois cuisiner et tout, parce que je suis l'aînée des filles, nous sommes deux. Et donc, dès l'âge de 9 ans, voilà, j'ai commencé par faire des petits plats. Donc, il fallait cuire la banane, il fallait faire le manioc, il fallait cuire le riz et tout. Et ça a commencé comme ça. Et quand il y avait des fêtes familiales, ben, tout de suite, on était réquisitionnés, les plus jeunes, en cuisine. C'est vraiment le mot, hein, réquisitionner. De toute façon, on n'avait pas le choix. Oui. Il fallait être en cuisine. Et puis là, en cuisine, c'est là aussi qu'il y a les potins, que les femmes parlent entre elles, qu'il y a les conseils de la maman à sa fille, de la grand-mère. La fille, tu sais, le mari, c'est le ventre et le bas-ventre. Ben, c'est vraiment là qu'il y a les conseils. Aussi bien les conseils culinaires, ah tu as raté la sauce, il faut rattraper comme ça, ah ton riz, il n'est pas assez cuit, il faut rajouter un peu d'eau, il faut... Donc aussi bien des conseils culinaires, mais aussi des conseils de la vie de tous les jours. Ton mari, si tu veux qu'il dorme à la maison, il faut faire comme ça, ton enfant qui est malade, il faut faire comme ça, toi il faut manger ça si tu veux perdre du poids, enfin il y avait pas mal de choses et donc il y avait cette émulation d'histoire, les femmes chantaient entre elles, ça rigolait et je me disais tiens, la cuisine, en fait, c'est le seul endroit où je ne m'ennuie pas. Exactement. C'est tout un univers fascinant. Finalement. Exactement. Et c'était le seul endroit où je ne m'ennuyais pas parce qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau que l'autre, elle a fait dormir son mari dehors. Et il fallait être en cuisine pour savoir pourquoi. C'est passionnant. Alors, tu es là donc pour nous parler de ta passion pour la cuisine, mais aussi pour nous parler de ce magnifique livre
Goût d'Afrique. Alors franchement, il faut vous le procurer. D'ailleurs, il est en rupture de stock, n'est-ce pas? Exactement. Il a déjà été en rupture de stock, ce qui s'est bien vendu pendant les fêtes de fin d'année 2019. Et là encore, vu qu'il est très demandé, donc on est content parce qu'il se vend très bien. On va le rééditer. Oui. Voilà. Donc c'est publié aux éditions Mango. Exactement. Donc une maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est cuisine internationale. Et ce qui est bien avec Goût d'Afrique, c'est qu'ils avaient fait tous les continents. Ils avaient fait l'Afrique, mais l'Afrique du Nord. Et donc là, quand on leur a proposé des recettes de cuisine d'Afrique subsaharienne, tout de suite, ils ont dit oui. Voilà. Alors, très, très, très beau. Pépé soupe. Hein. Vraiment, il y a de tout. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Est-ce que ce livre-là, on peut se le procurer en Afrique, justement? Alors, pour l'instant, il y a quelques librairies en Afrique qui en ont. Parce que le souci qu'il y a avec la maison d'édition, c'est que pour vendre un livre, il faut être une librairie. Si vous n'êtes pas une librairie, c'est difficile. Exactement. Donc là, on recherche, on est en train de prospecter pour avoir plus de librairies qui puissent le vendre en Afrique. Et notamment, moi, je prépare, en tout cas pour le Gabon, une séance de dédicace où je viendrai avec des livres. Alors, et sinon, on peut l'avoir en vente en ligne, que ce soit sur les sites Amazon. Alors, vous qui êtes libraire en Afrique, hein, c'est une occasion de vous procurer cet ouvrage parce que c'est un succès, un véritable succès en librairie. Voilà. Alors, on va passer à cette fameuse calebasse. Oui. Comment tu te sens? Tu n'as pas peur? Non. Non, du tout, du tout. Ok, bon, on va y aller avec ces questions. Je vais commencer par la première question. Le chef Anto termine la phrase « Les hommes sont ». Les hommes sont. Oui. Alors, les hommes sont, je dirais, les hommes sont têtus. Ah, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est encore en 2020 et ils n'arrivent pas encore à laisser les femmes prendre pleinement. Enfin, on dit la femme est légale, la femme fait des choses, mais encore aujourd'hui, en 2020, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, les femmes sont encore en arrière, on ne les valorise pas encore assez. Nous, on le voit dans les métiers de la cuisine, beaucoup d'hommes ne veulent pas avoir une chef femme parce qu'ils considèrent que je n'ai pas à obéir à un ordre. En fait, ils féminisent le poste alors que le poste, il est en fait un peu asexué dans le sens où on obéit à un chef, qu'il soit homme ou femme. Et encore aujourd'hui, franchement, ils sont têtus. Malgré tout ce que nous avons pu faire, malgré nos combats, malgré nos compétences. Exactement, malgré nos compétences. Tu as travaillé pour de grands chefs. Exactement. Quelle était l'ambiance? C'était dur, parce que je me rappelle encore mon tout premier stage, j'étais la première femme noire en cuisine. Et il y avait le plongeur Koulibaly, je me rappelle encore, qui disait il faut leur montrer que nous, Bonjour, on sait. Koulibaly. Il faut leur montrer à ces blancs que nous aussi, on sait cuisiner. Parce qu'ils avaient toujours vu, quand il y avait des femmes noires, elles étaient femmes de chambre ou femmes de ménage. Et là, avoir une femme noire en cuisine qui venait d'une grande école de cuisine, au début, j'étais mise de côté. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un chef. Tu étais mise de côté, carrément. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un chef qui, quand il était là, parce qu'il n'était pas toujours là, il me prenait sous son aile et me donnait plus de responsabilités. Alors, justement, comment on se sent quand on est femme, compétente, noire, on travaille dans un grand restaurant français et qu'on est mise à la limite dans le placard, quoi. Comment on se sent? Comment on fait pour tenir? C'est frustrant parce que des fois même on est plus compétent que d'autres à qui on donne des tâches et on se dit c'est pas juste. C'est pas juste, on a un désir de revanche, on a envie de prouver, et on peut très vite être aigri. Hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le secteur de la restauration est le secteur où il y a le plus de turnover. Ouais. Alors que, parce que les gens, comme ils sont aigris, ils ne sont pas contents, ils partent en se disant je vais trouver mieux ailleurs. Et après, il faut faire ses preuves. Parce que la solution n'est pas toujours de démissionner et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Souvent, c'est de faire ses preuves. Alors moi, là où j'étais, j'ai fait mes preuves. Et après, j'ai dit je m'en vais. Ouais. Quand ils ont vu, en fait, justement, les compétences que j'avais et ce que je pouvais leur apporter, j'ai dit bon, maintenant, comme vous avez reconnu que c'est bien, il n'y a pas de problème. Je peux prendre mon envol. Je prends mon envol parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur nos cuisines,
qu'il n'y avait pas assez de professionnels cuisiniers qui les mettaient en avant, qui voulaient vraiment les sublimer. Et je me suis dit, je veux faire partie de ceux-là, de ces personnes-là qui veulent être les porte-parole, les promoteurs des cuisines africaines. Écho de Paris, aujourd'hui et ce soir, donc mon invité c'est le chef Anto qui vient donc nous parler de sa passion pour la cuisine, mais aussi de ce magnifique livre qu'il faut absolument vous procurer. Alors j'en profite aussi pour saluer des personnes qui nous regardent tous les soirs avec beaucoup d'intérêt. Romary Katchourou, vous êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour à Hélène Loumouklik, j'espère que je n'écorche pas, à Guamé dans le Pacifique. Bonjour à Aurélie Messina à Yaoundé au Cameroun et Marie-Paul Michel à Nice, bien entendu, c'est en France. Alors on va continuer avec la deuxième question. Oui. Jusque-là, tu t'en sors bien. Pour toi, c'est quoi le secret de la réussite? Le secret de la réussite, déjà, il faut, première chose, savoir pourquoi quel est notre but, quelle est notre vocation. Parce que beaucoup de gens, on pense qu'ils ont réussi parce qu'on voit, par exemple, qu'ils gagnent beaucoup d'argent et tout ça. Exactement. Mais ces personnes-là, souvent, quand elles sont seules, elles se sentent malheureuses parce que c'est pas toujours... Elles ne sont pas dans leur passion. Exactement. C'est pas ça qu'elles voulaient. Elles sont dans une profession, mais pas dans une passion. Exactement. Et je pense que d'abord, trouver sa vocation. Ensuite, rester fidèle aussi à cette vocation-là. Parce que souvent, on est fait pour quelque chose. Mais comme on voit que le voisin... Ce qui fait, ça a l'air de marcher, mais moi, ça ne marche pas beaucoup. On a tendance à vouloir faire comme le voisin. Et c'est souvent ce qui est dommage dans nos communautés, c'est qu'on copie. C'est ça. Quelqu'un vend le pain, bah, moi aussi je vais vendre le pain. Quelqu'un vend ceci, moi aussi je vais faire ceci. C'est encore plus flagrant quand on vient d'Afrique. On va revenir justement à l'épisode où celui qui est chargé d'attribuer les bourses te dit « Ma fille, il faut être ambitieuse ». Tu n'as pas la bourse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes parents t'encouragent? Est-ce que tu te dis, mais peut-être qu'il faudrait que je sois médecin ou que je sois architecte, que je rentre dans le rang? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, mes parents, en tout cas, ils m'ont encouragée, parce que ce qui les a convaincus, c'est parce qu'avant la période des bourses, que les bourses, on est en terminale, c'est que moi, dès la classe de 4e, j'ai un commerce informel. Je vends des gâteaux dans ma classe. Donc, je commence à vendre dans ma classe et puis, au fur et à mesure que les mois passent, je vends dans le quartier, quand il y a des anniversaires, quand il y a des mariages, lorsqu'on se retrouve entre amis et qu'il faut cuisiner, tout de suite, moi, je dis oui, je vais faire et tout le monde est content. Et donc, j'ai tout de suite gagné de l'argent, été autonome, en tout cas financièrement, en vendant ces gâteaux-là. Donc, ma mère, elle a dit à mon père, elle ne connaît pas grand-chose. Et elle arrive à gagner de l'argent et à même nous aider. Parce que des fois, je disais, maman, tiens, ça, c'est pour le gaz. Carrément. Tiens, ah oui. Et tout. Des fois, elle venait, elle me disait, est-ce que tu as la monnaie et tout. Donc, elle me voyait compter mes billets. Et moi, j'étais en train de te tailler une âme de chef d'entreprise, finalement. Exactement. En fait, j'ai connu l'entrepreneuriat sans savoir que c'était ça. Pour moi, c'était amusement, en fait. Pour moi, je m'amusais. J'ai connu la comptabilité sans savoir que c'est la comptabilité. J'avais un cahier rouge, c'était entrée-sortie. Et puis, je notais. J'avais des clients qui avaient des comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu m'as donné 1000 francs, tu as pris les gâteaux de 200 hier, donc il te reste 800 et tout. Et à chaque fois, je leur faisais le décompte. Enfin, j'ai connu ça avant de... C'est après que j'ai su que je faisais, en fait, de la comptabilité. Et ma mère, elle a dit à mon père, parce qu'au début, papa, il n'était pas très chaud. Parce que lui, il est ingénieur, ma mère nutritionniste, j'ai un frère expert comptable, une autre sœur... tu fais la cuisine... Exactement, j'ai une autre sœur ingénieure, un frère docteur en pharmacie. Donc, quand tu as un autre de tes enfants, je veux dire, c'est des grosses études quand même. Et puis, moi, j'arrive, moi, je vais être cuisinière. Je me dis, mais non, c'est pas... Il m'a dit, non, tu vas pas être ouvrière, tu vas être la bonne de quelqu'un. Et ma mère, quand elle lui a dit ça, elle a dit, écoute, quand elle reviendra de France, elle travaillera au moins à la présidence de la République. Et donc, mon père, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes, parce que souvent, j'ai des jeunes maintenant qui m'écrivent sur les réseaux, qui me disent comment je peux convaincre mon papa, il veut que je sois ingénieur, mais moi, c'est la pâtisserie. Je dis, mais il faut convaincre vos parents. C'est ça. Parce que vos parents, ils s'inquiètent. Ah non, mais nos parents, tu parles un peu, bam, bam, bam. Non, non, les clients. Moi-même, je suis maman aujourd'hui et on veut le meilleur pour son enfant. Quand on ne connaît... Il n'y avait pas de modèle. Je veux dire, il y a 20 ans, on parlait de cuisiniers africains, ça n'existait pas. C'était que des grands chefs. Et
et occidentaux européens. En plus. Exactement. Et moi qui suis maman aujourd'hui, je veux dire, si aujourd'hui mon fils me dit, moi je veux faire le foot, et que je ne l'ai jamais vu jouer au foot, gagner des matchs, jongler, passer toutes ces journées. Toucher un ballon, oui, minimum, à faire ça, quoi. Je vais lui dire non. Oui. Parce que c'est pas un métier comme tous les autres. C'est quand même du foot. Et je pense qu'il y avait aussi cette crainte-là de se dire, mais c'est pas peut-être, elle va pas être valorisée, elle va être la bonne de quelqu'un, on va la maltraiter. Et mon père, quand il a vu que je me débrouillais, que je vendais, que j'étais, voilà, les gens venaient assez et tout. entreprenante. Ah, mais moi je veux commander les gâteaux chez Anto et tout, Anto aussi. Donc il a dit, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Et du coup, c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont financé. Ils ont dit, bon, on va payer pour que tu ailles en France et que tu puisses intégrer une école de cuisine. Il faut vraiment rendre hommage aux parents parce qu'ils ont bien conscience que les études, c'est important. Bien sûr. Financer les études d'un enfant qui ne suit pas la voie, je mets ça, normale, c'est encore plus courageux. C'est encore plus courageux. Oui. Est-ce que tu as un message justement à envoyer à tes parents et puis aux parents qui ont des enfants qui ne sont pas... qui sont pas dans la norme, on va dire. Bien sûr. Bah, déjà, je dirais merci. Et dans le livre, je leur rends hommage. Vraiment merci à mes parents qui ont cru en moi. Et je sais que pour la plupart des parents, ce n'est pas évident. Parce que dans notre culture, on nous a souvent encouragés à être fonctionnaires, à travailler à la fonction publique, à avoir un bureau. Mais il faut savoir que vous ne devez pas avoir honte de votre enfant qui veut être agriculteur, qui veut être coiffeur, qui veut être couturier. Parce que c'est un métier, ce n'est pas le métier qui nous fait, c'est nous qui faisons le métier. Exactement. Et vous pouvez être cuisinier, avoir fait une grande école de cuisine et puis ne pas et finir comme monsieur tout le monde. Finir dans l'anonymat. Dans l'anonymat, exactement. Et puis avoir quelqu'un d'autre qui dit non, moi, je vais être au-dessus de la mêlée. Et moi, quand je suis venue, j'ai dit à mon père en partant, papa, tu n'auras jamais honte de moi. Je vais être riche et célèbre. Je vais être riche. Je lui ai dit ça. Avec la cuisine, je vais être riche et célèbre. Alors lui, il a souri en se disant, avec la cuisine, comment on peut être... Mais c'est ce que je lui avais dit. Alors je ne savais pas comment j'y arriverais. Mais en partant, je lui ai dit, tu vas voir. Tu n'auras jamais honte, tu seras fier. Je vais être riche et célèbre. Et vous allez voir ce que vous allez voir. L'émission n'est pas terminée. On va continuer avec la troisième question de la calebasse. Bah, tu dis que tu veux être riche et célèbre. La question tombe bien. L'argent pour toi, c'est quoi? Alors, l'argent pour moi, c'est un moyen. C'est un bon moyen de pouvoir réaliser ses projets. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, quand vous n'avez pas d'argent, on va dire la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Oui. Et même, il n'y a pas si longtemps, il y a eu les Césars où on a eu Aïssa Maïga qui disait, voilà, incluez-nous dans vos... laisser un peu de place aux Africains. Exactement, nègres, ils ont fait ça, mais... Noirs. Bon, on ne dit pas trop noir, nègre sur Vox Africa, mais oui, vous comprenez un peu le message. Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de son message? Mais moi, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent, arrêtons de quémander. Créons nous-mêmes. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre et créons nous-mêmes. C'est ce que les Noirs américains... Mais on crée comment quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a peut-être pas cette solidarité tant proclamée, pas forcément pratiquée dans les faits? C'est mon impression, mais ce n'est que la mienne. Comment on fait justement pour émerger? On commence petit. Oui. On commence petit, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, il y a un grand événement qui existe en France depuis 5-6 ans qui s'appelle Taste of Paris, qui réunit des chefs. Et à chaque fois, il y a des grands chefs qui viennent. Des chefs, on fait venir des chefs d'Asie, ils ont besoin de se connaître aussi. Exactement, on fait venir détecter les talents. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, je dis, mais pourquoi on ne nous invite pas? Comme si en Afrique subsaharienne, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de représentants qui faisaient la cuisine. Et moi, j'ai dit à mon associé, j'ai dit, ben, on va créer notre événement. Et quand ils vont voir qu'il y a un public, ils viendront nous chercher après. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a créé en 2018 We Eat Africa. We Eat Africa, la première année, on a cherché des sponsors. Les gens nous ont dit, on ne croit pas en votre projet. Vous allez trouver les chefs où ça n'existe pas. Des chefs africains, mais ils sont où? On ne les a jamais vus. On ne les connaît pas. Etc., Bien etc. sûr, ils nous ont dit ça. Pour réunir des journalistes en la conférence de presse, c'était très difficile.
Mais au final, notre événement, 2 semaines avant l'événement, on était sold out. On avait vendu tous les tickets. On avait, et ça a connu un grand succès. Les gens nous ont dit, mais c'est génial. Et les médias sont venus. On a eu des médias internationaux, Radio France International. En tout cas, les gens sont venus. Ils ont dit, mais on ne pensait pas que c'était possible en France. Et ça a tellement bien marché qu'on nous a demandé la même chose en Afrique. Donc là, on a fait en 2019, donc l'année dernière, au Sénégal, et ça a encore cartonné. Cette année, donc le mois prochain, nous serons à Lomé au Togo, et on revient à Paris au mois de juin pour le festival We Eat Africa avec de nombreux chefs. Et maintenant que ces personnes-là qui ne nous calculaient pas voient toute l'émulation, voient les personnes qu'on met en avant, l'engouement et tout, et surtout que malgré le prix de nos billets, les gens achètent et sont prêts. Les gens sont venus, ils ont dit... Alors, il est à combien le billet? Alors, à l'époque, là, on l'a beaucoup baissé, mais la première édition, on avait des billets VIP à 150 €. Et le billet d'entrée était à 39 €. Et les personnes mangeaient toute la journée. Et avec ça, au début, quand on a fixé les prix, j'ai dit, mais est-ce que les gens vont venir? Parce que nous, les Africains, on aime quand c'est des petits prix et tout. Les gens sont venus. Et on était donc, il y avait un besoin, bien sûr, déjà des personnes de ta profession d'origine africaine de faire quelque chose. Et puis, il y avait aussi un besoin de nous, les Africains, de se dire, ben oui, on est content déjà qu'il y ait des personnes, des chefs, de grands chefs qui fassent des plats, qui montrent la cuisine africaine, à quel point elle est riche. Donc forcément, ça ne pouvait que marcher. Surtout qu'en fait, et tu l'as dit à l'occasion de cette rencontre tout dernièrement, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, tu l'as dit qu'en fait, la cuisine, c'est vraiment le lieu où tout se passe finalement. C'est à la cuisine que tout se passe. Bien sûr. C'est avec un plat qu'on fait en sorte... Ça facilite les échanges, les rencontres. Qu'on rend un homme amoureux, c'est avec un plat qu'on le retient. Exactement. Voilà, tout passe par la cuisine, même quand il y a des rendez-vous d'affaires, quand les grandes affaires se concluent, c'est toujours après un bon repas. Donc la cuisine est au centre de la vie finalement. Bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord. La cuisine est vraiment au centre de la vie et encore plus dans nos cultures où on mange pour se soigner. Quand on fait la fête, il faut qu'il y ait à manger. Quand il y a un deuil, quand il y a un deuil, bien sûr. Tous les moments importants de notre vie, la cuisine fait partie, bien sûr, intégrante. Alors, on va maintenant parler de ce livre. Alors, la couverture, déjà, c'est tout un programme. C'est magnifique. Donc, c'est Goût d'Afrique, recettes et rencontres. Alors, ce livre, tu ne l'as pas fait toute seule. C'est un travail d'équipe. Exactement. Alors, raconte-nous l'histoire de ce livre. C'est encore un défi. Alors, j'ai l'impression que toi, tu aimes les défis. Quand on te dit tu ne pourras pas, tu dis si, je pourrais. Il y a un truc à régler avec la... Il y a deux choses. Je suis une femme et je suis noire. Donc, la vie, déjà, quand je suis arrivée, c'était un défi. Et moi, je fais partie de ces personnes qui disent « Ok, c'est pas grave, je ne vais pas attendre qu'on me donne, je vais aller le chercher. » Et c'est ça, entreprendre. Entreprendre, c'est entrer et se servir. Oui, et je prends. Entreprendre. C'est très bien. Entreprendre, c'est entrer et se servir. Entrer et prendre. Bien sûr, entrer et prendre. Et quand ce livre, alors il y a 3 ans, Aline Princet, qui est une Française, qui a épousé un Béninois, donc qui a vécu au Bénin, elle me dit, voilà, moi je suis photographe culinaire et j'ai photographié pas mal de plats de différents pays, mais je n'ai jamais vu des pays d'Afrique. Et moi, j'aimerais vraiment un jour photographier des plats qui viennent d'Afrique, parce que moi je connais, donc elle me raconte, voilà, mon mari est béninois, j'ai un enfant qui est métis et j'essaye de lui apprendre, enfin en tout cas les deux cultures, moi-même j'ai essayé de cuisiner et tout ça. Et moi je lui dis, mais c'est une très bonne idée, parce qu'en plus à l'époque, moi aussi je cherchais à faire un livre, mais je ne savais pas trop comment l'éditer. Sachant que je ne voulais pas le faire en auto-édition. Parce qu'il y a beaucoup qui le font en auto-édition, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et je ne voulais pas le faire. Et il n'y a pas de retombées financières forcément. Exactement. Donc moi, je voulais vraiment que le livre puisse être partout. Et c'est comme ça que je lui dis, mais moi, je suis partante. Donc elle va voir la maison d'édition pour laquelle elle travaillait, une grande maison d'édition. Et là, cette maison d'édition dit, nous, on ne croit pas au projet. L'Afrique, ça ne vend pas. L'Afrique, ça ne vend pas.
Et donc elle leur dit, mais attendez, vous rigolez, pendant longtemps, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour, ne fût-ce que des cheveux crépus, c'est très à la mode aujourd'hui, les tissus, c'est très à la mode aujourd'hui, ce sont des grands consommateurs et tout ça. Et ils ont dit non, nous on n'y croit pas, il n'y a pas un marché, ça ne va pas marcher et tout ça. Donc quand elle me dit ça, elle me dit, écoute, la maison ne suit pas, mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une autre maison d'édition. Donc elle rencontre pas mal d'autres éditeurs. Et finalement, le dernier éditeur, c'était les éditions Mango. Les éditions Mango. Ils disent, mais nous, on a fait en fait tous les continents, sauf l'Afrique subsaharienne, et nous, on serait heureux d'éditer. C'est une aubaine, en fait, exactement. Et, et Mango, la maison d'édition Mango a eu raison de le faire. Exactement, ils ont eu raison parce que cette année 2020 est l'année de l'Afrique en France. Oui, tout à fait. Et donc, le livre est sorti le 25 octobre 2019. Et donc, déjà pendant les fêtes, lorsqu'ils l'ont présenté aux commerciaux, avant même les fêtes, ils l'ont présenté aux commerciaux donc, pour le catalogue qu'ils doivent préparer. Et tous les commerciaux de toutes les librairies ont dit « Goût d'Afrique, nous on le veut ». Le livre est beau, le livre est original, le fait qu'il y ait des rencontres, le fait que ce ne soit pas juste un livre de cuisine, mais qui explique qu'il y a vraiment une méthode pédagogique au niveau des recettes. On a pensé aux végétariens, on a pensé à ceux qui sont véganes, on a pensé à ceux qui ne mangent pas certains produits. Vous pouvez cuisiner avec tel autre produit. C'est un livre de l'époque, en fait, qui accompagne les temps changeants qu'on vit actuellement, finalement. Exactement. Et du coup, tous ont été unanimes et on est très contents parce que pendant les fêtes, il était parmi le top 5 des meilleures ventes en cuisine, sachant qu'il y avait des grands chefs qui avaient sorti des livres et on était devant eux. Je vais faire une drôle de tête. Goût d'Afrique était devant eux. À un moment, le livre était en rupture, donc on l'a réédité en janvier. Là encore, on nous a dit, voilà, le livre se vend bien, il est en rupture, donc il va encore être réédité. Donc nous, on est contents. On boit de petits laits, comme on dit? Oui, et on est content que cette première maison d'édition, je pense qu'elle doit s'en mordre les doigts maintenant, ait eu tort, parce que si on s'était arrêté à un nom, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une leçon pour ceux qui... Pour ceux qui sont grands et qui regardent les autres comme étant petits. Oui, et aussi pour ceux qui, parce qu'ils ont eu un nom, on baisse les bras, en fait, il faut continuer à chercher et vous finirez bien, enfin c'est juste un nom, hein, vous finirez bien par trouver quelqu'un qui dira oui. Alors tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle justement de cette fameuse cuisine africaine. En fait, ce n'est pas qu'une cuisine, hein, c'est des cuisines africaines. Oui, c'est pour ça qu'on a mis goût au pluriel. Au pluriel, goût d'Afrique, recettes et rencontres. Des rencontres de qui, de quoi? Alors, recettes et rencontres, parce que il y a des recettes, aussi bien, donc on a beaucoup de recettes d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique aussi de l'Est, un peu du Sud. Et rencontres, parce que déjà moi j'explique un peu mon rapport à la cuisine et comment toutes ces recettes je me suis retrouvée à les écrire. Parce que j'ai rencontré des personnes au cours de ma vie et de ma carrière professionnelle. Et aussi, on a interviewé des artistes, donc qu'ils soient écrivains, des chanteurs, designers ou stylistes, modélistes. On les a interviewés et on leur a posé la question quel est votre plat préféré, votre rapport à la cuisine. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart ont tous parlé de leur plat qui leur faisait penser à l'enfance. Toujours. Ça, c'est le plat de maman, le plat de la grand-mère, le plat qui rappelle le pays, surtout pour nous qui sommes ici. C'est l'occasion de parler justement des restaurants africains où on fait des plats africains et il y a beaucoup d'idées vraies ou fausses véhiculées sur la nourriture africaine. On va en parler dans quelques instants. On va retourner du côté de la calebasse pour poser la quatrième question, chef Anto. Alors, ton premier chagrin d'amour? Mon premier chagrin d'amour, c'était au primaire. Pendant que tu vendais tes beignets? Non, il préférait ma copine. Oh, c'est rageant, ça. Il préférait ma copine. Oui, de toute façon, on s'en souvient. Premier chagrin, oui. Il préférait ma copine qui était plus jolie. Oui. Alors, à l'époque, je trouvais qu'elle était plus jolie que moi. Et voilà, c'était au primaire, la pépinière des charbonnages à Libreville, au Gabon. Ah ouais, méchant garçon. Hein? Méchant garçon. Alors, quel est le regard que tes collègues, aussi bien au collège, à l'école primaire, posent sur toi, justement?
Alors, c'est marrant ce qu'ils disent. Oui, mais on se rappelle, tu vendais les gâteaux dans la classe et tout. Donc, tout est prédestiné déjà à ça. Exactement. Et beaucoup sont fiers en disant mais moi, je n'arrête pas de leur dire que je te connais, mais, ils me traitent de menteur. Ça, c'est l'effet qu'on produit quand on est connu, quand on est star, quand on a gravi les échelons et à la fois. Oui, quand on est dans la lumière. Alors, après, ce qui est décevant, c'est qu'il y en a qui au lycée ou à l'école, ne me calculaient pas. Oui. Parce que c'était des enfants d'eux et tout ça, et qui aujourd'hui sont fiers de dire mais si c'était ma copine. Et du coup, je dis ah bon, t'es copine? Je ne me souviens pas. mais bon, après moi je suis pas rancunière du tout, mais c'est marrant. Et puis il y a aussi les gens de mon quartier qui à chaque fois quand je vais à Libreville me disent ah mais c'est bien parce que tu es resté simple et tout, tu viens nous voir, tu viens discuter avec nous, tu manges avec nous, voilà. Et justement quand tu repars au Gabon, quel est le plat que tu prépares? Est-ce que quand tu repars en famille, chez tes parents, ils te disent quoi? Ben, maintenant que tu es chef, fais-nous la totale, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Alors, honnêtement, quand je vais au Gabon, je ne cuisine pas. Tu te reposes? C'est pas que je me repose, mais je veux manger la cuisine de maman. Oh là là. De maman et de mes tantes et tout. Quand je vais, et en plus, souvent, les gens sont là, ah, mais nous, on cuisine, mais c'est toi et tout. Je dis non, Donc, du coup, il y a une espèce de petit complexe du genre, oui. Toi, tu es à un haut niveau, nous... Oui, mais je veux manger la cuisine. De toute façon, ma mère sait, parce qu'au début, quand je revenais, elle me faisait du poulet rôti. Je disais, maman, moi, je veux manger local. Pardon, excuse-moi, mais moi, je veux manger local. Donc, je lui disais, voilà, je veux les feuilles de manioc, je veux ça. Donc, Et là, ma grand-mère n'est plus là, mais quand je rentrais, c'était aller la voir et tout. Je lui disais, ah, fais-moi manger. Tout à fait. Ah oui. Alors, dans le livre, Goût d'Afrique, je sais que tu as aussi fait des créations. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les créations, c'est aussi c'est surtout dans tout ce qui est dessert. Oui. Dessert, parce que les desserts ne sont pas dans notre culture, ne sont pas connus. C'est pas connu, mais je disais, ils ne sont pas... Ils ne font pas partie de notre culture. C'est pas comme dans à le la cycle de, c'est pas comme dans le cycle de entrée, plat, exactement. Ben nous c'était un plat. Le café. Ben à la base c'est un plat. Oui. C'est un plat et puis à la fin on a peut-être un fruit. Oui. Aussi longtemps que je m'en souvienne. Enfin je veux dire les pâtisseries c'était quand on a quelque chose à fêter, un anniversaire, il y a une fête et tout ça. Et sinon c'était souvent un fruit. Et donc moi j'ai voulu montrer que, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à nos cuisines, je regardais, je disais, mais la poudre d'amande, ça ressemble à la poudre de pistache. Exactement. Nous, pistache africaine, avec lequel on fait le ngondo. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je ne peux pas faire un crumble en remplaçant la farine de blé par la farine de manioc et en remplaçant la poudre d'amande par la poudre de pistache. Et ça fonctionne. En fait, c'est parti. Ça fonctionne, en fait, tu goûtes, il y a des personnes qui goûtent. Comment ça se passe? En fait, souvent, c'est... Par exemple, j'ai oublié de faire des courses et je regarde dans mon placard, il me reste... Et pour le crumble, c'est comme ça que ça a commencé. J'avais plus de farine de blé, j'avais plus de poudre d'amande. Par contre, j'avais la farine de manioc et j'avais la poudre de pistache avec laquelle je fais mon ngondo. Je me suis dit, bon, ça ressemble, je vais tester et on va voir. Et je fais en respectant les proportions et je vois que ça fonctionne. Et je me dis, mais en fait, nous, on néglige nos produits en se disant, ça ne peut servir qu'à ça. C'est ça. Mais en fait, on peut créer des choses. Moi, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, même quand au Gabon, je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi on est si dépendant des autres au point de même... Pour faire du pain, il faut de la farine de blé alors que nous pouvons utiliser de la farine de manioc. Bien sûr. C'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Il y a un boulanger, je crois que c'est au Bénin ou au Togo, qui fait du pain avec de la farine de manioc et qui disait qu'en fait, le blé est tellement cher que lui s'est dit, je vais travailler une recette avec on a beaucoup de tubercules, on va travailler une recette avec la farine de manioc et son pain a du succès. Donc, c'est à nous, après, de créer. C'est à nous, il y a vraiment un travail de recherche et développement. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Oui, ça, des fois, on rate parce que les proportions ne sont pas bonnes. La farine de blé a du gluten. Donc, et le gluten, il n'y en a pas dans la farine de manioc. Donc, des fois, pour avoir certaines textures, il faut rajouter plus de farine ou en mettre moins. Mais il faut tester. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Et les recettes...
partent justement par exemple, on a le riz au lait que je fais sous forme de comme un cheesecake. C'est juste un délice. Mais le riz au lait, nous, c'était ce qu'on mangeait en enfance. Justement, avec le lait concentré, sucré et tout ça. Et là, je le fais comme un cheesecake, ce riz au lait-là, et ça fonctionne très bien. Et avec le lait concentré non sucré, j'ai ma tante qui faisait, elle fouettait longtemps. En fait, elle regardait souvent les recettes qu'il y avait derrière les boîtes. Oui. Et elle a commencé à elle-même écrire, elle faisait avec le jus de citron. Ta tante. Et tout, oui, ma tante. Donc ça veut dire que dans la famille, c'est un peu... Exactement. Et ça, sa recette, je l'ai retravaillée. Donc on a des glaces au lait concentré non sucré dedans. Que j'ai refait. On a, par exemple, les poire belle awa. Poire belle awa, c'était pour donner un clin d'œil à la poire belle Hélène. Oui. La poire belle Hélène, c'est une poire qui est cuite dans du vin rouge et avec une sauce chocolat. Et toi, tu l'as mise dans du bissap. Dans le bissap. J'ai cuit dans le bissap avec chocolat, avec bon. des cacahuètes qui sont grillées. Et c'est bon. J'ai dit, c'est poire belle awa. Il y a une recette, par exemple, que je fais qui n'est pas dans le livre, qui est le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, ça fait penser, comme le Paris-Brest, à une course, sauf que c'est une course de voiture. Et au lieu d'utiliser le praliné noisette, moi, je fais un praliné avec la pâte d'arachide. Ça fait penser au sable. Exactement. C'est référence au sable. Et du coup, il y a tout ça. Il y a vraiment ce côté de création. Alors, beaucoup de création, beaucoup de rencontres. On peut aussi y revenir. Bon, ça veut dire que pour les personnes qui vont... J'ai failli dire les ménagères, mais en fait, non. Tout le monde peut se procurer le livre, tout le monde peut cuisiner. La jeune mariée, à la fiancée, au jeune homme qui veut faire la cour à sa dulcinée. Oui, ou la belle-mère qui veut faire plaisir à sa belle-fille, ou à l'Africain, ou alors justement aux jeunes afro-français qui veulent découvrir justement la cuisine africaine. Ou découvrir les produits différemment, bien sûr. Alors, comment c'est fait? Je vois par exemple salade kachumbari. Oui, c'est ça. Salade kachumbari, c'est une salade kenyane qu'on retrouve au Kenya, en Tanzanie, en tout cas beaucoup en Afrique de l'Est, et qui est une salade à base de tomates, de piments, d'oignons rouges. Avec du jus de citron. Avec jus de citron. Tout expliqué comme dans une recette normale. Hein. Exactement. Et après, on a beaucoup travaillé sur le visuel. Oui, tout à fait. Pour vous voir, par exemple, les tomates, plutôt que de prendre une tomate classique, on a joué sur différentes tomates de couleur pour pouvoir donner vraiment... Parce que c'est un travail. Il faut parler des cuisines africaines et il faut donner envie. Oui. Il faut que les papilles se dilatent. Donner envie parce que beaucoup ne connaissent pas. Saliver. Beaucoup ne connaissent pas. Et je veux dire, quand vous voulez offrir un livre, par exemple, vous allez vous ouvrir et ce sont les photos qui vous donnent envie d'acheter le livre ou pas. Et c'est pour la raison pour laquelle, avec la maison d'édition, quand on s'est assis, on s'est dit il faut vraiment miser sur la présentation. Alors, ce qui est génial, c'est que le livre, j'ai écrit les recettes, mais la personne qui a cuisiné et qui a dressé, c'est une personne qui ne connaissait rien aux cuisines africaines. C'est paradoxal ça. Explique-moi, explique-nous. En fait, la maison d'édition nous a dit, nous on veut que ce soit un livre grand public et que n'importe qui puisse faire la recette et puis ça ressemble au livre. C'est ça. Donc, ce n'est pas toi qui vas cuisiner. Et quand tu as dit ça, tu t'es dit quoi? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'est moi qui vais... On m'a dit non. C'est moi le chef en dos. Oui, on m'a dit, tu vas écrire les recettes. Et quelqu'un d'autre va cuisiner. Comme ça, on va vérifier si la personne respecte bien. Donc, du coup, parce qu'il m'expliquait que souvent, quand on écrit une recette, des fois, il y a des parties qu'on occulte sans le savoir. C'est pour vraiment suivre l'ordre, en fait. Exactement. C'est pour que les personnes qui testeront les recettes se disent... Soit ils se disent, il y a quelque chose qui manque. Parce que souvent, il y a ça. Vous faites une recette et puis ça ne marche pas. Et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mais en fait, c'est pas souvent, il y a des parties où qu'on occulte. Oui, qu'on occulte parce qu'on se dit, c'est n'importe qui, c'est normal, enfin, c'est évident. Oui, comme les recettes qu'on trouve sur Internet. Exactement. Sauf que là, c'est une personne qui n'avait jamais vu un manioc, l'igname et tout ça. Elle m'a dit, Anto, je me fierai qu'à ce qui est écrit. Et ça a été une bonne chose parce que des fois, elle disait, je ne comprends pas, quand tu dis fendre la tanga, ça veut dire quoi? Et en fait, moi, je voulais dire couper en deux. Donc, du coup, ça nous a permis de corriger non seulement les recettes, et puis, il y a des moments, elle disait, tu pars d'un ingrédient à tel endroit, mais il n'est pas dans la liste des ingrédients.
Donc ça, déjà, ça nous a permis de corriger, de voir si elle comprenait bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme elle ne connaissait rien aux cuisines africaines, elle n'était pas paramétrée par rapport au dressage. Oui. Moi, des fois, je lui disais, écoute, moi, dans cette recette-là, j'ai imaginé qu'on le dressait comme ça. Après, c'est toi qui vois. Mais elle n'avait pas de photo ni de dessin. Et puis, du coup, elle-même, elle a dressé selon son inspiration, parce qu'elle est styliste culinaire. Et c'est juste magnifique. Ah oui, c'est juste magnifique. Je crois qu'elle doit être elle-même étonnée du résultat et du succès surtout du livre. qu'elle est sans gluten et tout. Elle m'a dit, franchement, j'ai découvert des produits et tout ça. Je ne connaissais pas, mais c'est super et tout. Je vais les intégrer dans mon régime. Je disais, oui, tu peux. On va continuer avec les questions. Je vais me lever tout à l'heure, comme toi tu iras choisir une question, parce que souvent les gens disent « Oh, mais non, c'est pas normal, les questions... » Donc je vais me lever tout à l'heure. Le mal de l'Afrique, pour toi, c'est quoi? Le mal de l'Afrique? Oui. Le mal de l'Afrique, c'est... Je trouve qu'on n'est pas assez... Comment dire ça? On n'est pas assez solidaire. Oui. Tu le perçois ici ou en Afrique? Non, même en Afrique, on n'est pas assez solidaire. On n'est pas assez solidaire. Et en fait, ce que moi j'ai remarqué, par exemple, avec les restaurants asiatiques, vous allez dans un... on va par exemple au 13e, vous avez des restaurants asiatiques qui sont côte à côte, des deux côtés. Oui. Et ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, il n'y a pas de... Non. Pour eux, c'est voilà, c'est la communauté, qui l'aille là, ça ne dérange pas. Vous ne pouvez pas faire ça chez nous. Vous allez vous mettre à côté, demain vous avez un fétiche, un fusil nocturne qu'on vous a tiré parce que tout de suite on voit la concurrence et tout. Ouais. Et moi, ce que je dis, parce que souvent, même beaucoup de chefs africains se sentent menacés quand ils voient qu'Anto arrive quelque part, et je leur dis non, vous ne comprenez pas. Oui. Je leur dis, je leur dis, plus on est nombreux, mieux c'est. Mieux c'est. Wow. Parce que la force d'une communauté, c'est le nombre. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et le problème, c'est que souvent, les gens veulent être individuels. Je veux qu'on me voie moi. Oui. Je ne veux pas qu'on me voie, ah, mais elle fait la même chose que moi. Ah, mais et moi, je dis non. Il y a des événements, par exemple, on invite des chefs africains où on ne m'invite pas. Je dis, c'est pas grave. On ne t'invite pas parce qu'on a peur de toi? Je ne sais pas. Après, moi, ce que je leur dis, plus on est nombreux. Parce que souvent, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Ah, mais il y a tel événement, tu n'es pas là-bas et tout. Pourquoi? Je dis, mais c'est pas grave. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et on a encore trop peur de l'autre. Ouais. On est encore trop méfiant. On est encore... Et ça, c'est vraiment ce qui nous pourrit. Je pense que puisqu'on parle de cuisine, c'est un ingrédient de la réussite. C'est accepter la concurrence. Au contraire. Bien sûr. Plus il y a de la concurrence, plus on est nombreux et mieux c'est. Exactement. Et en plus, on s'améliore. On s'améliore. Je veux dire, si vous êtes seul, vous ne vous remettez jamais en question. Moi, quand je vois, par exemple, moi, j'ai une formation cuisine pure. Cuisine pure. C'est quoi formation cuisine pure? Cuisine pure, c'est-à-dire que, en fait, la pâtisserie, en France, c'est un autre métier. Vous ne pouvez pas être cuisinier et pâtissier parce qu'il y a une formation pour la cuisine, il y a une formation pour la pâtisserie. C'est compliqué. Donc, quand vous êtes à l'école, on vous demande de choisir. Vous voulez être cuisinier ou pâtissier. Et moi, j'ai choisi la cuisine. Donc, en cuisine, vous avez quelques notions de pâtisserie. Parce que si vous ouvrez une brasserie, un bistrot, vous devez apprendre à faire des desserts de base, une tarte aux pommes, ce genre de choses. Mais ce n'est pas très poussé. Ce qui fait que moi, j'avais des lacunes en cuisine, en pâtisserie. J'avais des lacunes en pâtisserie, il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire. Et puis, j'ai commencé à voir des pâtissiers africains qui faisaient des choses et tout. Et je me disais, mais toi, tu es chef à domicile. Et en tant que chef à domicile ou traiteur, tu dois faire le sucré et le salé. Donc, tu ne peux pas être seulement bon dans le salé. Il faut que tu te formes pour le sucré. Et bien, je suis allée me former. J'ai payé une formation pour aller. Mais ça, c'est parce que j'ai vu que j'avais des lacunes. Parce que j'ai vu les... Mais si je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait... Un autre ingrédient au succès, c'est se remettre en cause et exactement. Je suis allée pendant un mois, j'ai suivi une formation intensive et tout. Donc et j'ai perdu de l'argent parce que les gens m'appelaient, mais chef Anto, on a besoin d'une prestation. Je disais, je ne peux pas, je suis à l'école. Chef Anto. J'ai perdu de l'argent pendant ce mois-là, mais je me suis dit, j'investis en moi. C'est pour la bonne cause. J'investis en moi et demain, quand on me demandera de créer un dessert, je serai capable de le faire. Exactement. Alors, je vais me lever, je vais aller en direction de Chef Anto. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous faire inviter dans cette émission, Écho de Paris, une seule adresse, c'est France
voxafrica.com. Alors, le chef Anto, choisis ta question. J'espère que tu vas lire. Raconte-nous une histoire drôle. Voilà. Alors, raconte-nous une fais-nous histoire drôle. Alors, mais je suis pas... T'es pas qualifié? T'es pas calé? Il faut que je réfléchisse. Une histoire drôle. Bon, alors, je vais tirer une autre question, le temps que tu trouves. Hein. Le matin au réveil, quelle est ton humeur? Ça dépend de l'heure. Ah. Parce que je ne suis pas du matin. On est deux, dans ce cas. Je ne suis pas du matin. Je peux travailler tard le soir jusqu'à... oui, et d'ailleurs, quel est ton rythme de travail? Tu es chef à domicile. Comment tu planifies tes journées? Comment tu fais pour t'organiser? En fait, ce qui est bien avec chef à domicile, c'est qu'on sait à l'avance quand on travaille et quand on ne travaille pas. Oui. Moi, je me suis lancée d'abord parce que j'étais devenue maman et pour garder mon fils. Vous voyez, dans le pays, ici, c'est compliqué. C'est pas comme au pays, facile, on peut laisser chez les parents et tout ça. Et donc, les modes de garde et tout, ça devenait compliqué. Ça ne te convenait pas? Parce que je travaillais en coupure. Oui. On commençait tôt le matin, on finit vers 14 h, on reprend à 19 h, enfin à 18h30 et tout ça. Et je finissais à minuit, 1 h du matin. Mon Dieu. Donc, quand on rentre, tout le monde dort. Et je me suis dit, non, je ne veux pas continuer comme ça. Je veux être présente pour l'éducation de mon fils. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ce qui fait que quand je me suis lancée, ce qui était bien, c'est que quand on est chef à domicile ou traiteur, on vend avant de produire. Oui. Un restaurant produit avant de vendre. Donc, il produit et puis il attend que les clients viennent. Moi, les clients viennent, après je produis, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte. Et ça nous permet de pouvoir planifier plus facilement nos journées. La première fois que tu as exercé ton métier de chef à domicile, c'était qui les clients et comment ils se sont comportés? Alors, c'était une dame qui faisait un anniversaire surprise pour son mari, qui fêtait ses 50 ans. C'était dans un grand appartement, je crois 120 mètres carrés dans le 17e à Paris. Il y avait 30 personnes et du coup, elle est venue par curiosité parce qu'elle me disait, moi j'ai écouté beaucoup de cuisine, j'ai voyagé, mais Afrique, je ne connais pas. Elle me dit, j'ai une copine ivoirienne qui des fois nous fait goûter des choses, mais vraiment, cuisine africaine, je ne connais pas, donc je veux découvrir. C'est une Française? C'était une Française, caucasienne, le mari pareil et tout ça. Et le public, en tout cas les invités, tous caucasiens, donc ils découvrent. Et c'est comme ça. Tu tremblais pas un peu là? Tu disais pas waouh, waouh, waouh? Non? Non, je ne tremblais pas parce que c'était comme j'étais sur un site où je devais être notée, je me suis dit là, il faut que je fasse fort. Oui. Parce qu'il faut qu'elle me laisse 5 étoiles. C'est ça. Quand elle va me laisser 5 étoiles, les autres qui ne connaissent pas et qui regardent d'un œil en se disant on attend qu'un aille pour dire si c'est bien ou pas, et pour qu'on puisse y aller, je dis il faut qu'on fasse fort. Et donc, je suis allée, j'avais mon maître d'hôtel, on y allait, on avait fait des acras de manioc, on avait fait l'umafé, on avait fait la salade bassamoise de Côte d'Ivoire, on avait fait les pastels avec l'oseille et tout, on avait fait pas mal de choses. Et les gens étaient tellement contents. En plus, comme on cuisinait, c'était un appartement avec une cuisine ouverte. Oui. Donc, on cuisinait, donc ils pouvaient venir voir. Ah oui, donc ils pouvaient venir voir en cuisine et tous les produits et tout ça. Et ils étaient tellement contents. Le monsieur, je me rappelle, nous a laissé un super pourboire. C'était la première fois qu'on me laissait un billet de 50 € comme pourboire et tout, tellement il était content. Et il nous a laissé 5 étoiles. Et les autres... et c'est là que c'est parti. Ah oui, c'est là que c'est parti. C'est là que ça a décollé. Oui. Et j'étais la première chef à domicile africaine. Oui, ça, il faut le dire. En fait, tu es un peu la première partout, finalement. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que sur ce site, en tout cas, il y avait 500 chefs et il n'y avait personne qui proposait cuisine africaine. Alors, quelques petits préjugés sur la cuisine africaine qui sont véhiculés par nous-mêmes. Hein. Bien sûr. On mange beaucoup d'huile, par exemple, le bon tieb ou dienne. Il paraît que, quelquefois on y va, quoi. C'est l'huile à la louche. Qu'est-ce qu'on dit encore sur la cuisine africaine? Trop pimentée. Que les plats sont mal présentés. Que souvent on attend longtemps dans les restaurants. Quand on demande un poulet, il allait tuer le poulet, voilà, le déplumer, le tout poisson, ça. on va le pêcher. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire pour défricher un peu tout ça? Alors, il y a des préjugés qui sont vrais. Hein. Ouais. L'histoire de « on attend longtemps », là, c'est vrai. Ouais. Ça, j'ai testé pas mal de restaurants
africains et tout, on attend. Il y a beaucoup où on attend. L'histoire de l'huile, c'est vrai. Moi-même, quand on m'a montré comment on fait le tchèp au Sénégal et tout, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas un peu dégraisser et tout, parce qu'il y avait énormément d'huile. Après, il y en a qui peuvent, des préjugés qui peuvent très vite se démonter. Parce que quand on parle d'une autre cuisine qui est trop grasse, enfin, je veux dire, le régime crétois, on doit mettre beaucoup d'huile. Après, il faut de l'huile de qualité. Le foie gras, tout le monde en raffole, tout le monde en mange pendant les fêtes et tout. Ça donne des indigestions. Mais ça ne choque personne, c'est gras. La mayonnaise, c'est pas africain, les gens aiment la mayonnaise. Donc, quand on dit c'est trop pimenté, moi je dis allez en Thaïlande, au Vietnam, allez goûter. Vous voyez, nous à côté, on est des petits joueurs. Donc, après, sur la présentation, il y a des efforts. Le truc, c'est que quand on va dans la plupart des restaurants africains, ceux qui sont en cuisine, souvent, n'ont pas fait l'école. On ne leur a pas appris à présenter. Donc, ils font selon ce qu'ils connaissent. C'est comme dans le domaine de la coiffure aussi. Exactement. Ils font ce qu'ils connaissent. Donc, après, c'est à eux de pouvoir... moi, c'est ça, j'encourage, je dis, allez sur Instagram, regardez comment les chefs présentent et tout. Ça va vous donner des idées. Oui, allez vous former et tout ça. Souvent, c'est une dame, elle n'est pas formée, mais elle cuisine bien, on l'apprend et tout. Et moi, je dis aux restaurateurs que souvent, c'est aussi de leur faute, parce que quand ils veulent payer pas cher, les employés qui sont en cuisine, ils ne veulent pas investir dans quelqu'un qui a fait l'école. Exactement. Le chef Anto, eh c'est terminé, Écho de Paris, avec beaucoup de regrets, le temps est passé très vite. Ah oui. C'est une très belle aventure, c'est un très beau livre, pas qu'un livre de recettes. Hein. Donc c'est Goût d'Afrique, recettes et rencontres, le chef Anto, Aline Princet, et c'est publié aux éditions Mango. Exactement. Un dernier mot? Allez vous procurer le livre et puis nous, en tout cas pour ce qui est de l'actualité, nous serons en avril à Lomé pour le festival We Eat Africa et aussi en juin à Paris, toujours pour le festival. Merci le chef Anto, merci infiniment d'être passé. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cette émission, j'espère vous retrouver très prochainement. Restez connectés.